L'opération militaire spéciale russe en Ukraine a définitivement fait évoluer les alliances mondiales vers un monde marqué par une dynamique plus multilatérale en attendant qu'elle se transforme réellement en monde multipolaire. Ceci fait dire à beaucoup de spécialistes, y compris occidentaux, que la Russie a déjà totalement acté sa victoire en Ukraine, bien au-delà de l'échec de la contre-offensive ukrainienne, dont les médias et les experts de plateaux occidentaux se sont fait les porte-paroles avec tambour et trompette. En effet, c'est une véritable bascule géopolitique de nature systémique. L'émergence d'une mondialisation alternative avec la montée en puissance des BRICS, plus et de l'Organisation de coopération de Shanghai, en est la première conséquence. Cette nouvelle configuration et dynamique de la géopolitique mondiale constitue le vrai centre de gravité du conflit entre la Russie et l'OTAN en Ukraine et plus récemment au Proche-Orient. La débâcle de l'armée israélienne face à la résistance palestinienne enfonce le dernier clou dans le tombeau de l'Occident global avec la reconfiguration de la région du Moyen-Orient où l'on voit le Yémen s'en prendre avec des missiles balistiques à Israël, la tête de pont de l'Occident dans la région, menaçant même de fermer le détroit de Bab el-Mandeb sur le golfe d'Aden. Un goulet d'étranglement par où transite une bonne partie du pétrole et du commerce mondial. L'Union européenne et les États-Unis sont complètement isolés dans leur guerre hybride contre la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran, car le reste du monde refuse le monde unipolaire centré sur l'Occident. L'affrontement entre la Russie et l'OTAN en Ukraine a aussi été provoqué par les États-Unis pour torpiller toute entente continentale potentielle sur l'axe Paris-Berlin-Moscou. En effet, une alliance entre l'Allemagne, la France et la Russie serait mortelle pour l'empire maritime anglo-saxon à cause de sa capacité de contrebalancer son influence et son pouvoir sur le continent eurasien. De ce fait, en tout cas pour l'instant, c'est la vision de l'Euro-Amérique de Vancouver à Kiev, chère aux stratèges américains, dont notamment Zbigniew Brzezinski, qui s'impose actuellement face à l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, qui avait été anticipée par le général de Gaulle sous l'appellation l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Les États-Unis peuvent difficilement mener un conflit sur deux fronts contre la Russie et la Chine, selon la majorité des experts militaires. Ils ont donc intérêt à prolonger le conflit après l'avoir largement provoqué pour faire de la Russie l'ennemi des États européens, de l'OTAN et de l'Union européenne. En effet, la Russie est considérée par les Américains comme la menace la plus grave car elle défie l'hégémonie US aussi bien économique que civilisationnelle en Europe. La Chine ne peut exporter sa civilisation au-delà de l'Asie. Sa démographie va entrer en récession et elle n'a pas encore un arsenal militaire équivalent à la Russie, ni en qualité ni en quantité. Ainsi, dans la configuration du monde, l'Occident global mené par la puissance américaine a-t-il encore les moyens économiques, financiers et technologiques d'imposer sa domination en rivalité avec le monde multipolaire promu essentiellement par la Chine, la Russie et l'Iran? La réorientation géoéconomique de la Russie étant déjà un succès, l'Union européenne est-elle la grande perdante de ces transformations? Alors, pour approfondir ce sujet fondamental de la géopolitique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, éminent analyste militaire et géopolitique. Colonel Régis Chamagne, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci à vous. Alors, la première question, nous allons, dans la première partie, essayer de voir de près toutes ces transformations. Alors, aujourd'hui, le système centré sur l'ONU, ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées, traverse une crise profonde. Et donc, le dernier épisode, c'est ce qui se passe actuellement en Palestine, plus précisément à Gaza. Alors, la cause est dans le fait que les Occidentaux ont tenté de remplacer le droit international par une sorte d'ordre fondé sur des règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes.
et c'est dans le même esprit que l'Occident, avec les États-Unis en tête, utilise les institutions internationales pour contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec des mesures unilatérales et illégitimes, comme les sanctions contre la Russie. Et la conséquence, c'est la fragmentation du commerce mondial, l'effondrement des mécanismes de marché, la paralysie de l'OMC et la transformation finale déjà sans phare du FMI en un instrument permettant d'atteindre les objectifs des États-Unis et de leurs alliés, y compris les objectifs militaires. Alors, Monsieur Chamagne, à votre avis, cette situation internationale, cette géopolitique est-elle encore tenable aujourd'hui? Alors, là, je pourrais vous répondre très rapidement par un seul mot, non. Mais bon, il faut bien voir d'où ça vient. L'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a bien fonctionné tout au long de la guerre froide parce qu'il y avait un équilibre des forces et donc chaque camp devait faire des concessions et devait prendre en compte les intérêts ou au moins la volonté de l'autre camp, si bien que ça fonctionnait à peu près. Mhm, Et puis la France, l'Angleterre, les membres permanents, la Chine, les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU étaient encore des pays indépendants à peu près autonomes et considérés normalement sur la scène internationale. Je pense en particulier à la France. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Après la chute de l'Union soviétique, et après la première guerre du Golfe, les Américains euh, sont, se sont versés dans un espèce de délire, de fantasme, pensant qu'ils avaient la meilleure armée du monde, ce qui leur a d'ailleurs valu de faire des choix technologiques pour le futur catastrophiques sur le plan militaire, les choix mhm. militaires. Et ils pensaient que la Russie était finie. Moi, je me souviens qu'à l'école de guerre en 1996, des gens, des intervenants nous disaient que la Russie était finie. Et moi, ça me faisait rigoler avec mes camarades de promotion. On se dit non, non, c'est pas possible. Un pays comme la Russie n'est jamais fini. C'est un grand pays, vous voyez. Donc les gens étaient dans ce genre de délire Mhm. et ils s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir dominer le monde, maîtriser le monde avec le projet de globalisation. Et à partir de là, ils ont commencé à dévoyer progressivement les institutions internationales pour en faire des instruments au profit de leur propre politique. Et ça s'est dégradé enfin, au fur et à mesure de ces dernières décennies, si bien qu'aujourd'hui, les institutions internationales en général n'ont plus beaucoup de sens parce qu'elles ne fonctionnent pas, elles ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner, comme ça avait été prévu au départ. Donc je pense, enfin, d'ailleurs je l'ai écrit dans plusieurs articles, que soit il faut revoir, garder l'ONU parce que c'est une bonne initiative, l'ONU, un Oui. lieu où se rencontrent les nations et où on parle des problèmes plutôt que de faire la guerre. Donc soit garder l'ONU mais en changer les règles et les modes de fonctionnement, soit développer d'autres forums, d'autres lieux où ces choses-là Mais seront là, mais là, discutées. par exemple, comme les règles de l'OMC et tout, les Américains, ce sont eux qui les ont établis, mais quand il faut les violer, les violer, ils ont eux qui ont cloué le dernier clou dans la mondialisation, parce que ça, quand ça n'arrange pas les affaires, on change de cap. Ben, c'est le propre des gens qui se croient dominants et qui s'imaginent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On le voit pas seulement dans le domaine économique, mais ici, ces gens-là, c'est les Américains en fait, hein, et l'État profond américain s'imaginait qu'il allait pouvoir dessiner le monde à sa guise et faire à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire imposer des règles aux autres et ne pas les respecter soi-même. C'est le propre des dominants, des ultra-dominants, quoi, si vous voulez. Donc, oui, ces institutions, l'OMC, je pense l'OMS aussi, qui est une organisation criminelle, hein, on l'a vu avec l'affaire des vaccins et du Covid, Ouais, ouais. euh, et toutes ces institutions, le FMI, la Banque mondiale,
sont des instruments au service d'une politique hégémonique américaine qui voulait tendre à la globalisation du monde, c'est-à-dire au découpage de tous les pays sauf les États-Unis pour pouvoir supprimer les États-nations. En gros, hein, le projet Oui, hégémonique de globaliste ne pouvait fonctionner qu'en supprimant les États-nations, qui sont les seules entités à pouvoir s'y opposer, oui. parce que ce sont des entités populaires qui font appel au Mhm. peuple. Donc voilà, tous ces instruments avaient été soit conçus, soit dévoyés dans l'objectif qui était les leurs. Maintenant, cet objectif ne sera jamais atteint. Ils sont Mhm. en train de perdre, et violemment, parce que leur hubris les a fait insister, persévérer dans la mauvaise voie, si bien que la descente aujourd'hui arrive, et elle sera très très brutale. Donc pour revenir à votre question initiale, il y a beaucoup d'institutions internationales qui vont disparaître de fait parce qu'elles sont nuisibles, je pense en particulier à l'OMS, mais s'agissant des institutions de l'ONU, qui est une institution importante si elle fonctionne bien, ainsi que des institutions telles que la Banque mondiale et le FMI, de la même manière, qui peuvent être utiles au monde si elles fonctionnent bien, ces institutions devront être revues dans leur mode de fonctionnement et surtout dans le fait que tous les pays du monde doivent être considérés à égalité dans ces institutions, ce qui n'est pas le cas Absolument. aujourd'hui. D'accord. Bien. Alors, vous me donnez vous me tendez la perche, comme on dit, pour poser la seconde question, parce que ce que vous avez développé, c'est que les États-Unis, bon, ils ont en particulier depuis la chute de l'Union soviétique, à vouloir dominer le monde. Mais la question se pose actuellement, est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Et par rapport à ça, j'aimerais bien faire un petit topo sur l'économie américaine actuellement. Alors, nous avons le montant de la dette fédérale des États-Unis actuellement est de près de 34 000 milliards de dollars. Et or, ce montant ne constitue en réalité que près de 33% de la dette globale des États-Unis, qui ont fait qui ont fait d'eux le pays le plus endetté au monde. Et en effet, on a la dette totale des États-Unis se calcule en y incluant en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Ainsi, au moment où l'on parle, là, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 104 000 milliards de dollars, soit de près de 400% du PIB des États-Unis et 97% du PIB du monde. Et si l'on rajoute tous les actifs des engagements des banques dans différents actifs, on arrive à la somme absolument inimaginable de 221 000 milliards de dollars. Les pays européens sont aussi de la même situation. L'exemple de la France, par exemple, à titre d'exemple, depuis le début des années 2000, la dette totale française a connu une très forte croissance et elle est passée d'un peu plus de 2 000 milliards d'euros à près de 7 000 milliards d'euros actuellement, soit plus de 250% du PIB. Alors, Monsieur Chamagne, étant donné l'état des économies des États-Unis et des pays européens, les Occidentaux ont-ils encore les moyens de leur politique, voire de leur survie? Alors, bon, bah, vous avez quasiment apporté la réponse dans votre question. Bien sûr que les États-Unis, les Européens n'ont plus les moyens de leur politique, mais encore une fois, il faut savoir d'où ça vient. Cette dette américaine, jusqu'alors, n'était pas un problème pour les États-Unis, dans la mesure où elle était avalée par le reste du monde, euh, avec ce système hégémonique du dollar, qui était jusqu'à présent la monnaie d'échange mondiale. Donc tous les pays du monde avaient besoin de dollars et étaient obligés quasiment d'acheter des dollars, des bons du trésor américains pour pouvoir commercer entre eux. Aujourd'hui, cette situation est en train de cesser, et si bien que la pyramide de Ponzi sur laquelle tenait le dollar et la dette américaine est en train de s'effondrer. Et les Américains vont devoir passer à la caisse.
et ainsi que les Européens d'ailleurs qui ont suivi, qui sont dans la queue de comète de cette dynamique avec l'euro. L'euro est dans la queue de comète du dollar, dans cette dynamique, si bien que ce qui avait fonctionné et ce qui était de toute façon une fuite en avant, parce qu'une pyramide de Ponzi, c'est une fuite en avant permanente, et bien aujourd'hui, on arrive à la fin et il faut passer à la caisse. Donc, ce qui est à prévoir, et pareil, ce que j'ai écrit dans plusieurs articles déjà depuis très longtemps, c'est un effondrement du dollar. Bon, ça fait très longtemps que je dis à mon entourage que le dollar va s'effondrer et tout le monde se moque de moi, ou Mhm. presque, en disant, bon, tu dis ça tous les ans, mais finalement, ça ne se produit pas. Effectivement, les phénomènes de transition de phase, les phénomènes d'effondrement, on peut les prévoir, mais ce qui est très difficile à prévoir, c'est le temps. Quand est-ce que ça va se produire? Et Ben en oui. l'occurrence, dans ce genre de C'est un phénomène, peu le cancérologue qui sait, euh, connaissant la métrique de développement du cancer et qui voit que il dit que le patient c'est fini et il prendra le temps qu'il faut, mais c'est fini. Et c'est il n'a ça. plus aucune chance de. C'est ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans tout phénomène d'effondrement, il y a une accélération. Et dans tout phénomène de transition de phase en général, il y a un moment où ça s'accélère. Mhm. Et je pense que là, nous y sommes dans la mesure où la dédollarisation s'accélère grâce aux BRICS, grâce aux nombreux forums Russie-Afrique, Amérique latine, Chine, Iran, tous ces pays qui massivement rejettent le dollar et dès qu'ils en ont la possibilité technique à travers des systèmes informatiques d'échange interétatiques, eh ben, ils s'affranchissent du dollar. Donc, la volonté de l'ensemble du monde, de l'ensemble de la planète hors Occident collectif, la volonté est de s'affranchir du dollar et du coup de faire chuter ce qui va provoquer la chute du dollar, ce qui est en train de provoquer la chute du dollar. Et au fur et à mesure que les outils concrets se mettent en place, eh bien, le phénomène s'accélère. Alors, je pense que ça fait longtemps que je dis ça, il n'y en a plus pour longtemps, mais bon, longtemps, c'est relatif, quoi. Non, Ça personne n'a dépend, la boule de cristal pour c'est dire ça, ça dépend exactement, mais quel, Mais euh, quand le cancer arrive à un stade ouais, terminal, on sait que c'est ça. le malade est fichu, comme on dit. Bien. Alors là, j'aimerais passer aussi à l'aspect militaire euh, de la capacité. Alors, depuis 2006, la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2% du PIB. Alors, le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris de la recherche et de développement. Mais, selon le dernier rapport donc, du secrétaire général de l'OTAN, il indique en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN, à l'exclusion des États-Unis, était de 1,43%. Et en 2022, les choses n'ont pas vraiment changé et elle était de 1,65%. Alors, en tant qu'expert militaire, je vous demande votre avis. Qu'en pensez-vous? Et dans la situation d'endettement dont souffre l'Occident, quels sont ses moyens pour continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie et Israël au Moyen-Orient en vue de sauver son système mondial? Allô? Ah, c'est bon? Oui, Il y a une coupure. Oui. Oui, oui, je vous entends. Vous avez été oui. coupé légèrement pendant quelques secondes. Alors bon, évidemment, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, les États-Unis n'ont plus les moyens de le faire. Et il y a plusieurs raisons à cela et des raisons structurelles. Mais au-delà de ça, je voudrais commencer par faire un préalable, c'est que Mhm. l'OTAN, qui est une organisation de sécurité collective, nous parle de pourcentage du PIB pour investir dans l'armement, dans les armées. Cela dit, il faut savoir ce qu'on met derrière. Les États-Unis ont détruit les industries de défense, ont voulu détruire les industries de défense européennes pour imposer leur matériel à eux. Et à travers ces exigences de 2% du PIB, il y a le lobby militaro-industriel américain qui veut fournir ses armes, fournir sa camelote.
Heureusement, en France, il y a encore la société d'assaut qui a résisté, mais tout le reste est quasiment tombé. Donc, il y a l'aspect qualitatif qui fait que se ramener à un pourcentage du PIB dans le cadre d'une organisation de sécurité collective revient finalement à ne plus penser en termes de sécurité. C'est-à-dire, On parle d'économie, on parle plus de sécurité. Quand je faisais des conférences sur la défense de la France, je commençais par dire que la défense est pour le pays ce que les défenses immunitaires sont pour le corps humain. Et confier ces défenses immunitaires à un vaccin, par exemple, c'est moins bien que d'avoir des propres défenses immunitaires qui fonctionnent bien. Vous voyez ce que je veux dire? oui, 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 Et, absolument. et donc, à travers l'OTAN, finalement, nombre de pays ne se posent plus la question de leur propre sécurité. C'est-à-dire sont déresponsabilisés. Ils se disent, bon, bah, il Oui, y oui, aura oui, oui. l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Il n'y oui, a oui, plus oui. il y a plus cette notion de assurons notre autonomie, assurons notre sécurité en tant que peuple, en tant que nation. Donc, finalement, l'OTAN a fait D'ailleurs, disparaître tout ça. c'est même comme ça que on peut contribuer par la suite à la puissance de l'OTAN, c'est en ayant des défenses nationales fortes. Exactement, il vaut mieux une association de pays forts, individuellement forts, qui s'associent et combinent leurs efforts en vue d'un objectif commun, plutôt qu'une espèce de soupe dans laquelle tout est broyé et où il n'y a plus d'identité nationale et où il n'y a plus de défense finalement. Mhm. Donc, donc ça c'est ça c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet de ma réponse est que du coup, la notion de sécurité ayant disparu, euh, les, quel est le rôle de l'industrie de défense? En Russie, c'est simple, c'est clair. Le rôle de l'industrie de défense est de fournir du matériel à l'armée russe pour protéger la Russie, pour assurer la souveraineté de la Russie. Dans les pays occidentaux, le rôle, les fabricants d'armes conçoivent leur rôle comme rapporter de l'argent aux actionnaires. Donc la notion de sécurité, la notion d'efficacité a quasiment disparu. Et on le voit, ça a été la guerre d'Ukraine est pour cela un révélateur extraordinaire. C'est-à-dire que les pays occidentaux fabriquent des armements très chers, très sophistiqués et en petit nombre, et pas très efficaces finalement, alors que l'industrie russe fabrique des armements bon marché, en grand nombre et efficaces. Si je Mhm. caricature un peu, bon, c'est Oui, oui, oui. évidemment tout ça, mais globalement, c'est l'image que ça donne. Et du coup, comme on est dans une guerre d'attrition, eh bien, ceux qui sont capables d'avoir des ressources logistiques vont gagner par rapport à ceux qui ne sont pas capables d'avoir ces ressources logistiques. Et aujourd'hui, les États-Unis se désengagent clairement parce qu'ils ont perdu, mais mais ils font comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils s'en vont, alors ils filent à l'anglaise, ils s'en vont comme des voleurs, après avoir semé le chaos et la désolation, ils s'en vont comme des voleurs et ils rejettent la faute sur les autres. Oui. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui est une attitude proprement lâche. C'est de la lâcheté, de la bêtise, de l'inconséquence, de l'irresponsabilité. Et voilà où nous en sommes. Donc, pour répondre à votre question, ben non, quand on n'a pas la politique de ses moyens, il faut avoir quand on n'a pas les moyens de sa politique, pardon, il faut avoir la politique de ses moyens. Vous avez développé une idée qui est très importante et j'ai reçu dans mon émission, je ne sais pas, peut-être que certainement vous le connaissez, François Geneste, qui était le directeur scientifique de ADS, et donc qui nous a expliqué la même chose en disant que le complexe militaro-industriel occidental en général, mais en particulier américain, il a fait des fusions, acquisitions entre. C'est pas pour avoir un outil de défense énorme ou pour former des gens, mais c'était pour les transformer justement en pompe à sous. Et c'est ce qui fait qu'il y a actuellement un retard énorme. Par exemple, dans le cas des missiles hypersoniques, il n'y a pas eu d'investissement, de désinvestissement. Et ce qu'il rajoute en plus de ça, c'est que cette philosophie du profit au maximum a même mené
à la destruction des systèmes de formation des ingénieurs. Et Oui. qu'actuellement, c'est ce qu'il nous a expliqué, il y a beaucoup d'ingénieurs. Certes, ils savent jouer avec les ordinateurs, ils savent utiliser les ordinateurs, mais ils ne savent pas réfléchir en termes physiques ou en termes mécaniques pour faire des outils performants. Euh, eh bien oui, ça confirme ce que je viens de dire. Et alors, il y a encore un autre phénomène qui se produit, et c'est que les États-Unis, structurellement, n'ont pas mis en place un système scolaire et universitaire qui fabrique suffisamment de matières grises pour Mhm. leurs besoins. Ils font beaucoup appel aux étrangers. D'ailleurs, les universités américaines sont gorgées d'étrangers. Et quand vous voyez euh, les, les découvertes scientifiques aux États-Unis, elles sont souvent faites par des équipes étrangères. Et quand les universités américaines ont commencé à être moins attractives pour les étrangers à partir du début des années 2000, si bien qu'il y a eu progressivement un déficit d'intelligence et donc de compétences pour développer des nouveaux systèmes. La deuxième chose à dire, c'est qu'après la guerre du Golfe, les États-Unis ont pensé, enfin les stratèges américains, moi je me souviens très bien avoir lu les comptes rendus d'études américaines, la Rand Corporation à l'époque, ils s'imaginaient que plus jamais ils n'auraient en face d'eux d'armées compétitives, C'est capables de exactement les ça. battre. Et ils ont fait des choix industriels et stratégiques désastreux. En particulier, pour ce qui est de la domination de l'information, qui est le préalable à la supériorité aérienne. Ils avaient de très bons systèmes de guerre électronique offensive, hein, on l'a vu pendant les premières guerres du Golfe, et ils ont abandonné les recherches et développements sur la guerre électronique offensive en s'imaginant que la furtivité allait résoudre tous les problèmes, qu'elle était l'alpha et l'oméga de la supériorité. Ce qui s'est avéré être une erreur colossale, et si bien que en 20 ans, ils ont pris 20 ans de retard en matière de recherche et développement sur la guerre électronique offensive. On voit le résultat aujourd'hui. La Russie est très, très largement supérieure en matière de guerre électronique Mhm. à toutes les armées de l'OTAN. On l'a vu en Syrie, hein. Je me Ouais, souviens ouais. d'avoir lu un rapport en 2018 d'un symposium de guerre électronique aux États-Unis, dans lequel un général des Marines qui avait servi en Irak et en Syrie disait que les Russes faisaient absolument ce qu'ils voulaient sur leur système, les SMS, le GPS, tout, ils brouillaient tout, et il estimait qu'ils n'utilisaient que 60% de leurs moyens. Donc vous voyez, ça c'était en 2018. Moi, justement, cet épisode-là a attiré beaucoup mon attention parce que je me suis toujours demandé comment les avions russes faisaient pour passer en série. Donc, ils passaient par la Turquie, forcément. Oui, Et la forcément. Turquie, c'est l'OTAN. Et Eh donc, ben oui, il est bourré de radars. Mais quand les Russes ont déployé leurs 50 aéronefs en une nuit sur la oui, base de Helmand, là j'ai pris une carte, je dis, bon, par où sont-ils passés en une nuit? c'est ça. 40 ou 50 aéronefs, hélicoptères, avions, tout compris. Ils ont forcément survolé soit la Turquie, soit ils sont passés un peu plus à l'est, mais de toute façon, ils étaient dans les volumes de détection de radars de De l'OTAN ou l'OTAN. américains en Irak. Et donc, ils sont passés de façon parfaitement furtive, sans se faire voir. Et D'accord. c'est le lendemain, les images satellites américaines qui ont vu qu'il y avait des avions russes à Hemimont. Donc, les D'accord. Américains ont fait des choix catastrophiques. Avec le F-35, le F-35 avait le développement du F-35 avait pour objectif de détruire les industries de défense aérospatiale des pays européens. Heureusement, la France a résisté avec la société Marcel Dassault. Mais tous les Ouais. autres pays se sont fait avoir. Le F-35 est un échec opérationnel, un gouffre financier, et il a mis par terre tous les pays d'Europe. Donc, vous D'accord. voyez, c'est le résultat d'une part, des choix catastrophiques fondés sur un hubris et une croyance idiote, et d'autre part, la volonté de non seulement de vouloir dominer le monde, mais en plus d'asservir les alliés, d'asservir ses alliés. C'est-à-dire, ce qui était des alliés pour les États-Unis, les pays européens, le Japon, tout ça, les États-Unis ont voulu les asservir, et ce qui est une faute colossale.
on ne détruit pas ses alliés, parce que du coup, les alliés d'aujourd'hui seront les ennemis de demain. D'accord. Les Bien. États-Unis vont s'effondrer, on va voir ce qui va se passer. Bien. Alors, la quatrième question, Monsieur Chamagne. L'OTAN a l'habitude d'intervenir, comme il l'a fait déjà au cours des 2 décennies passées et sans mandat de l'ONU, à chaque fois. En Syrie en 2017, en 99 au Kosovo contre la Serbie, en 2011 en Libye. Euh, donc, alors, est-ce que ce scénario d'intervention un peu partout dans tous les pays du monde pourrait se répéter dans la région Indo-Pacifique sous prétexte de protéger Taïwan contre une éventuelle agression militaire chinoise? Je ne pense pas. Vous imaginez, les Américains viennent de se prendre une raclée contre la Russie en Ukraine et Mhm. ils prévoient déjà une guerre contre la Chine. Bon, déjà, ce sont des malades mentaux, disons les choses. Enfin, il faut être fou. Ils viennent de se prendre une raclée militaire et ils prévoient une guerre contre la Chine qui, elle aussi, dispose de missiles hypersoniques. C'est de la folie furieuse. Ils n'en ont pas les moyens. Et ce sera empêché, je pense, par la Chine. Mon analyse de Taïwan, alors là, je vais être peut-être surprendre un peu, Oui, oui. c'est que si on veut comprendre ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, il faut lire Sun Tzu plutôt que Brzezinski. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Les conditions qui ont fait que Taïwan s'est désolidarisé de la Chine continentale ne sont plus réunies. À l'époque, D'accord. il y avait deux systèmes politiques très différents, le communisme de Mao contre le libéralisme capitaliste occidental. Donc, ces deux systèmes politiques étaient liés à deux systèmes économiques radicalement différents. Ouais. Ce qui n'est pas le Depuis, cas actuellement. depuis ces deux systèmes, la Chine a abandonné le système économique communiste pour se rallier à l'économie de marché mondiale. Mhm. Donc, il n'y a plus de différence. Toutes les raisons qui, à l'origine, ont fait que Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan avec ses partisans, toutes ces raisons-là ont disparu, d'une part. D'autre part, le commerce entre la Chine et Taïwan a toujours existé et a continué à fonctionner, même après la sécession de Taïwan. Donc, en fait, mon analyse est que les Chinois sont des Chinois et que si on veut essayer de comprendre ce qu'ils vont faire, il faut penser en chinois. Il ne faut pas penser Absolument. en occidental. Il faut même Et penser, je dirais moi, il faut même penser en asiatique, parce c'est que ça. dans ce que vous venez de dire, moi je pense même les Japonais, même les Coréens du Sud vont finir par s'engouffrer dans ça, parce que voyant les États-Unis en train de se désintégrer, ils vont tout de suite comprendre il y a strictement rien à gagner à s'allier à un pays qui est loin à 10 000 kilomètres, alors qu'à côté, d'autant plus que les choses ont changé. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Et donc, du coup, je poursuis dans ma boule de cristal. J'imagine, mais bon, je me trompe peut-être, hein, mais c'est Euh, si j'étais chinois, j'imagine qu'il y a déjà des tractations depuis longtemps entre les Chinois des deux rives pour se préparer à la réunification le jour où les conditions seront réunies, c'est-à-dire le jour où les États-Unis cesseront d'embêter tout le monde, quoi. Parce qu'au départ, les États-Unis se sont présentés comme protecteurs de Taïwan, mais c'était une réalité géopolitique. C'était la politique de l'endiguement. Bon, il y a mhm, pas de problème. Mais aujourd'hui, l'intérêt de Taïwan pour les États-Unis n'est pas la protection de Taïwan, c'est d'avoir des bases face à la Chine. Donc, ils ont Taïwan au sud de la Chine, ils ont la Corée du Sud au nord de la Chine, et ça leur fait deux points d'appui, avec le Japon pas loin, ça leur fait des points d'appui pour observer et contenir la Chine et vouloir contenir la Chine. Donc, la réalité géopolitique des rapports entre Taïwan et les États-Unis a radicalement changé également depuis l'autonomie, enfin la sécession de Taïwan. Du coup, je pense que quand
les États-Unis se seront effondrés, quand le dollar se sera effondré, quand ça va générer tout un retrait, une fermeture massive des centaines de bases américaines à travers le monde, ça va être vraiment un électrochoc économique considérable. À ce moment-là, je pense qu'après un petit temps, pour laisser passer un petit peu de temps, eh bien, tranquillement, les Chinois des deux rives D'accord. vont dire, bon, bah, finalement, on se réconcilie, hein, nous sommes des frères, anthropologiquement, nous sommes les mêmes, économiquement, politiquement, il n'y a plus beaucoup de différence entre nous, bah, il est temps de se Et réconcilier. on peut même économiquement être complémentaires maintenant. Ce Absolument. que Bon, Taïwan qui fabrique les puces électroniques que la Chine a du mal encore à avoir la souveraineté sur. oh, Hein? la Chine progresse vite dans ce domaine-là, hein. Ouais, ouais. Bien. Il y a une question pour finir avec la partie occidentale avant de passer à autre chose. Depuis 1997, suite à l'apparition du livre de Zbigniew Brzezinski, dont le titre est Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Je rappelle que la traduction française s'est contentée juste du petit morceau du début, Le Grand Échiquier. Mais en réalité, le titre complet, c'est celui-là, Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Alors, tout le monde comprend depuis cette date-là que le jeu des États-Unis, qui tente de lier les mains de la Russie et espère à long terme la faire exploser avec cette longue guerre en Ukraine, et par conséquent affaiblir radicalement son principal rival, la Chine, et qui, si quelque chose donc certainement arrive, sera seul face à l'Occident si la Russie n'est plus là. Alors, les Américains poussent également l'Europe à sa propre destruction en tant qu'acteur et concurrent stratégique potentiel. Et à leur tour, malheureusement, chose que nous ne comprenons pas vraiment bien ici en Russie, les élites compradores européennes conduisent leur pays et leur peuple à la boucherie. Alors, dans ce contexte, le 21 février 2023, dans son discours adressé au Parlement russe, le président Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité de la Lyon aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire, ce qu'on appelle le New START. Et le mois dernier, la Douma russe, le Parlement russe, a révoqué définitivement la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Alors, Régis Chamagne, euh, est-ce que un durcissement de la doctrine nucléaire russe ne serait-il pas, in fine, le meilleur moyen de mettre un terme au délire des puissances impériales anglo-saxons, c'est-à-dire en rétablissant un peu l'équilibre de la terreur qu'il y avait durant la guerre froide? Et quelle place, dans ce cas, aux missiles hypersoniques de longue portée, est-ce qu'on est devant l'apparition d'un nouveau paradigme militaire dans le monde? alors, le retrait, je pense, hein, le retrait des Russes du dernier accord New START, pour moi, est plus une manœuvre diplomatique qu'une manœuvre réellement de sécurité. Mhm, Il s'agit de dire, je pense, hein, et vu de la Russie, ça me semble cohérent, il s'agit de dire nous n'avons plus confiance en vous, nous ne voulons plus, nous ne vous croyons plus. De toute façon, les Occidentaux ont montré qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne respectaient pas leurs paroles, hein. On l'a vu avec les accords de Minsk, on le voit bon, depuis le début de la conquête des Anglais sur les États-Unis avec les Indiens. Enfin, je veux dire, ces gens-là ne sont pas crédibles. Ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, je pense que c'est l'arrêt des accords START par la Russie, le retrait des Russes des accords START me semble être une manœuvre plus symbolique et diplomatique. mhm. S'agissant de sécurité et de dissuasion, aujourd'hui, il n'y a plus de parité. La Russie, avec le développement des missiles hypersoniques, a créé une dissuasion intermédiaire conventionnelle, de type conventionnel, qui déséquilibre complètement le jeu. Et Mhm, il est assez curieux du reste que les États-Unis et les pays de l'Union européenne ne considère pas cela, n'est pas acté le fait que la Russie avait créé
un niveau intermédiaire de dissuasion, un niveau conventionnel avec des armes inarrêtables et qui les plaçait dans une situation de supériorité militaire considérable. Et ça, Supériorité c'est juste militaire pour et que diplomatique. Juste pour faire, pour expliquer mieux pour nos auditeurs, supposons, hein, Oui. à Dieu ne plaise que cette chose arrive, mais supposons qu'il y a un conflit entre la Russie et les États-Unis. Et les 10 porte-avions qui vont venir des États-Unis, la Russie peut les détruire dans l'Atlantique, à quelques kilomètres des ports américains avec les missiles dont elle dispose actuellement. Donc déjà, l'arsenal aéroporté est tout de suite mis de côté. Mais avant même, tous les porte-avions, les États-Unis ont 11 gros porte-avions. Ils ont beaucoup de porte-aéronefs en plus, hélicoptères, etc. Mais ils ont 11 gros porte-avions et dont environ, je crois, 5 ou 4 ou 5 sont à la mer. Les autres sont dans le port de Norfolk ou dans celui du Pacifique, je ne me souviens plus le nom. Bref, si un conflit se déclenchait entre la Russie et les États-Unis, je pense que déjà tous les porte-avions américains qui sont à Norfolk ou dans un port seraient détruits dans les quelques minutes. Donc là, ce serait un choc, évidemment, pour les États-Unis, parce que le porte-avions aux États-Unis, c'est l'emblème de la puissance américaine. C'est vraiment Absolument. le symbole parfait de la puissance militaire américaine. Les États-Unis, puissance maritime, on a vu l'émergence du porte-avions au cours de la guerre du Pacifique. Enfin bref, c'est vraiment, c'est plus qu'un totem, quoi, si vous voulez. C'est plus qu'un outil militaire, c'est un totem, le porte-avions pour les États-Unis. Et donc, effectivement, si les États-Unis et la Russie entraient en conflit direct, ce que je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau au Pentagone, euh, ce serait un choc psychologique terrible pour l'armée américaine et pour les États-Unis et pour les citoyens américains. D'accord. Bien. Alors, ce- un tout petit peu de philosophie, Régis Champagne. Selon certains analystes, ce qui se passe en Ukraine est un affrontement entre deux philosophies. C'est en prenant un peu Zbigniew Brzezinski aussi, et Nicolas Spikman ou Mackinder, c'est un peu, ils sont tous dans la même lignée. Euh, Deux philosophies et deux visions diamétralement opposées des relations internationales. La première est issue du traité de Westphalie de 1848, qui a donné naissance au concept de l'État-nation, à la souveraineté, de la diversité et du vivre ensemble. Et puis la seconde, c'est celle du traité de Vienne de 1815, qui a consacré la domination maritime anglo-saxonne sur le reste du monde. Alors, pour eux, il est tout à fait clair que la politique extérieure des États-Unis et du Royaume-Uni, notamment depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991, a pour paradigme la philosophie du traité de Vienne, tout en donnant l'illusion par-ci, par-là de défendre et de faire avancer celle de Westphalie. Alors, selon vous, y a-t-il un moyen de dépasser ce piège géopolitique et de donner une chance à la paix et à l'entraide sincère et positive entre toutes les nations? Et il y a quand même beaucoup plus de choses à faire ensemble, ce qui pourrait rassembler les gens dans de grands projets. Prenons l'exemple, l'exploration spatiale. Il y a des illustres. L'exploration spatiale, à ce jour, en ce moment, ils travaillent ensemble. Pourquoi cela ne peut pas être généralisé et sortir de cette folie de la conflictualité éternelle, juste pour le contrôle? Alors, les moyens, bien sûr, on voit les choses se mettre en place progressivement. Jusqu'à présent, euh, c'était une utopie. Mhm. Penser la paix future était une utopie, sauf pour les Américains, pour qui la paix future était la Pax Americana, c'est-à-dire tout le monde sous leur contrôle. Aujourd'hui, on voit avec l'effondrement de ce modèle et l'émergence d'un autre modèle fondé sur le respect mutuel des nations et des peuples, incarné par les BRICS, par l'OCS et par toutes ces institutions qui prennent de l'ampleur. On voit se mettre en place des processus de paix, comme vous le dites. Un exemple criant, c'est le fait que la Russie
livre gratuitement des céréales en nombre considérable aux pays Oui. africains qui en ont besoin. 200 000 tonnes. 200 000 200 000 tonnes tonnes. Mais de céréales. c'est Il y a ça. Au déjà départ, c'était 25 000 prévu. qui Ouais. ont été données à la Somalie, prochainement 25 000 au Burkina Faso et d'autres pays aussi. Et la République centrafricaine et tout ça. Oui, le Donc, on Zimbabwe. voit la mise en place d'une politique de paix pacifique et de réconciliation ou de conciliation, parce qu'ils ont pas à être réconciliés. En l'occurrence, les Russes et les Africains, ils ne se sont jamais battus. Donc, de conciliation entre des nations. Euh, L'Afrique a besoin de céréales, la Russie en a, elle les donne gratuitement. C'est une aide au développement. En échange, il y a des choses qui s'échangent, évidemment, des accords de sécurité qui permettent à la Russie de s'implanter militairement, mais doucement, dans pas mal de pays d'Afrique et d'Amérique latine d'ailleurs. Donc on voit ce dont vous parlez, cette marche vers la paix, on la voit se mettre en œuvre progressivement à travers des actions concrètes comme celles que je viens d'évoquer, mais il y en a d'autres, et à travers des institutions telles que les BRICS. Et du reste, l'attrait que les BRICS ont à l'égard des pays du Sud global n'est plus à démontrer, quoi. Donc, Mhm. tout ça se met en place, je pense. Il y a les freins, il y a encore des freins. Les freins viennent de l'hégémon qui s'imagine qu'il va dominer le monde et que c'est sa vocation. Mais le monde nouveau que nous aspirons tous de nos voeux, c'est-à-dire un monde de paix, de souveraineté des nations et des peuples et d'échanges courtois entre les pays et les populations. Ce processus est en marche. Espérons qu'il ne sera pas dévoyé par quelques égos mal placés ou quelques intérêts mal placés, mais pour l'instant, on voit que tout ça se met en place petit à petit. Ouais. Donc il y a de l'espoir. Espérons-le avec un peu plus d'intelligence et Oui, d'humanité. Je crois que nous sommes assez capables de trouver d'autres moyens d'aborder nos différences que par ceux de la guerre et de la domination. absolument. Bien. Alors, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Organisation du commerce international centrée sur la devise du dollar, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire aussi, le- le- notamment la messagerie SWIFT, duquel des pays comme la Russie et d'autres, l'Iran, et je ne sais qui, hein, qui pourrait être aussi, moi, à la place des Chinois qui ont 3 400 milliards de réserves de change en dollars, Non, si 3400. oui, de réserves de change, hein, de réserves de change. C'est pas OK. de bons de trésor. Les bons Oui, de oui. trésor, ils sont un peu à 1000, à 800. 1200 ou J'avais 1100. entendu aux alentours de 800 millions. Mais enfin bon, OK. Ouais, oui, peut-être qu'ils ont. De toute façon, ils sont en train de vendre, mais ce Mhm. qu'ils ont amassé en réserve de change, le tout, euh, si jamais les États-Unis décident de, de confisquer ça, alors, euh, ce qu'il y a, c'est que cette situation a fragmenté plusieurs circuit de la commercialisation des produits, notamment énergétiques, comme le pétrole et le gaz, et l'industrie occidentale, dont a besoin toute l'industrie, notamment occidentale, et les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud, semblent opter actuellement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure à juste titre, pour d'autres monnaies de paiement, comme le rouble et autres devises nationales. Actuellement, il y a même certains qui appellent à utiliser les DTS comme une sorte de monnaie de compte pour les BRICS et puis faire les différences avec les monnaies nationales. Alors, Régis Chamani, sachant que le cœur du système actuel réside euh, dans la libéralisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. On est dans un système de, comme on appelle, des pétrodollars. Alors, si cette tendance euh, continuait, c'est-à-dire à vouloir commercer par les monnaies nationales, est-ce qu'on ne risque pas de voir la pyramide d'argent correspondant à ce marché des hydrocarbures réapparaître comme
dans le système inflationniste parce que tout le monde se détourne du dollar. Est-ce qu'on ne risque pas de voir un éclatement de la situation de ce côté-là? Voilà, bon, alors, d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas très pointu en matière d'économie, je vois plutôt Mhm, les grandes tendances. Mais pour revenir sur le système SWIFT que vous avez évoqué, c'est absolument incroyable de, de, de voir de comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait les Américains. Ils mhm, avaient un système SWIFT qui, bon, est le système d'échange mondial avec le dollar comme monnaie suprémaciste et qui était un système de renseignement colossal. Parce qu'avec ce système, ils pouvaient savoir tous les échanges entre tous les pays du absolument, monde. Donc, c'était absolument. un outil de renseignement considérable. Et ces imbéciles l'ont détruit en expulsant certaines banques russes, 6 de mémoire en 2014. Ils ont détruit l'outil de renseignement économique qu'ils avaient sur le commerce mondial. Oui, Il oui. faut être américain pour faire une chose pareille. Ils s'imaginaient que les Russes allaient se plaindre. Ils s'imaginaient que les Russes allaient se plaindre, allaient pleurer. Ben non, les Russes ont développé leur système MIR, les Chinois ont développé le CIPS, et aujourd'hui, ces deux systèmes fonctionnent ensemble, et les Chinois et les Russes s'échangent en roubles et en yuan, et les États-Unis ne savent plus quels sont les échanges d'énergie entre la Chine et la Russie. Mhm. Et c'est en train de se généraliser aujourd'hui par des accords bilatéraux entre les pays, l'Iran, la Chine, l'Inde, la Russie, etc., dans tous les sens. Mais, et on voit se mettre en place, en fait, un système qui va remplacer SWIFT et à travers, à mon avis, la banque des BRICS, dont la présidente est Dilma Rousseff, ancienne présidente Du du Brésil. Brésil. Je pense, mon sentiment est que à travers la banque des BRICS, une homogénéisation progressive des échanges entre les pays du monde, pour l'instant hors Occident collectif, va émerger et que les outils vont arriver progressivement. Pour l'instant, plusieurs pays ont développé leur propre système qui sont interopérables, mais je pense que alors, le recours à une monnaie d'échange mondial, on va y arriver aussi. Il faut se souvenir que la Chine avait proposé, après la crise des subprimes, il y a eu un G20, je crois que c'était en 2008, et la Chine, à l'occasion de ce G20, avait proposé de remplacer à terme, c'est-à-dire de commencer à réfléchir au remplacement à terme du dollar en tant que monnaie d'échange mondial par une monnaie qui soit un panier de monnaies et de Mhm. métaux précieux. Évidemment, les États-Unis ont refusé. La Chine le savait, mais ça lui a permis de prendre date. Et c'est à partir de ce moment-là que la Chine a mené une stratégie de dédollarisation, d'abord furtive. Elle a, comme on dit, creusé des tunnels sous la montagne de l'art. Et puis, à partir de 2013, plus furtive du tout, elle a annoncé clairement la couleur. En septembre 2013, le président chinois a annoncé clairement la couleur. Il va falloir dédollariser l'économie mondiale. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Nous sommes dans un espèce d'entre-deux, mais, bon, le système qui va remplacer SWIFT ne va pas tarder à émerger, j'imagine, dans quelques années. Et encore une fois, pour revenir au début, c'est absolument hallucinant que les États-Unis aient détruit leur premier système de renseignement sur les échanges Ouais. économiques mondiaux. C'est invraisemblable. Mhm. Bien. Alors, la question de c'est-à-dire avec tout le tour que nous avons fait par rapport donc aux questions géopolitiques, économiques, militaires, il y a la question énergétique, mais qui touche surtout les pays européens, notamment la France. Alors, le nucléaire est normalement l'énergie propre par excellence qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or, nous le voyons en Europe, en Allemagne en particulier, mais en France aussi, le nucléaire est justement la première cible abattue par des mouvements politiques écologistes. En France, le gouvernement Jospin, intégré par les Verts, notamment Dominique Voynet,
a arrêté en 1997 le réacteur révolutionnaire Superphénix à neutrons rapides qui recycle les déchets nucléaires, crée son propre combustible et permet ainsi, ce que disent les ingénieurs du nucléaire, de fermer le cycle du combustible avant que le projet Astrid de même nature ne soit dernièrement envoyé aussi aux oubliettes. Je parle en France. Alors, comment expliquez-vous cela alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe provoquée par la destruction de Nord Stream 1 et 2 et les sanctions occidentales, quant à la Russie, l'effet boomerang de ces sanctions, même les centrales à charbon sont en train d'être rouvertes. Et peut-on réagir au rapport publié par l'École de guerre économique relatif à l'influence allemande sur la filiale nucléaire française en particulier? Donc, c'est un rapport qui explique comment les Allemands ont fait du lobbying pour détruire la filière nucléaire française au moment où personne, y compris les plus verts des verts en Allemagne, ne remet en question la remise en route des centrales à charbon et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques. Les, les, les écologistes politiques, je dis bien politique, hein, parce que l'écologie est une discipline scientifique, une branche de la biologie, et ça n'a Mhm. rien à voir avec les politiques des écolos politiques, hein. Sont des doctrinaires. Ces gens-là sont des doctrinaires. Ils n'ont pas de culture scientifique, j'imagine, ou très peu. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien d'écolos ont fait des études en écologie. Bon, bref. Donc, ce sont des doctrinaires. Il est vrai qu'en France, nous avions une excellente filière nucléaire avec d'excellents ingénieurs. La France était en pointe dans le domaine du nucléaire civil, avec précisément, comme vous l'avez dit, ce programme, ce projet par évolution technologique successive, de réutiliser les déchets pour les futures centrales. Et donc, Mhm. il y avait un cercle vertueux comme ça, Mhm. qui a été détruit par l'Allemagne. Oui, par l'Allemagne, parce que, hein, il ne faut pas l'oublier, l'Allemagne a toujours détesté une France indépendante. Ça, c'est dans l'ADN des élites allemandes et ils n'aiment pas la France indépendante. Je pense que c'est de la jalousie, parce que la France est un beau pays au climat tempéré, où il fait bon vivre, et je pense qu'à la fois les Anglais et les Allemands sont jaloux de la France. Et donc, ils veulent toujours les détruire. Quand on regarde dans la longue histoire, ils ont toujours voulu détruire la France. Il faut se souvenir que c'est le tsar Alexandre qui a sauvé la France en 1815 au traité c'était de Vienne déjà, De je crois, Vienne, oui. traité de Vienne. C'est le tsar Alexandre qui a sauvé la France. Les Anglais voulaient la dépecer, les Prussiens également. Donc, il y a eu cette politique. Il y a eu concomitamment la mise en place d'élites, entre guillemets, françaises germanophiles ou plutôt envieuses ou en admiration devant le modèle allemand, si vous voulez, ce qui fait qu'on les a suivis. On les a suivis et bon, et on en est où on en est. Cela dit, c'est encore récupérable. Je pense que la situation est encore récupérable pour le nucléaire français et l'autonomie. Il suffit d'y mettre les moyens et la volonté, surtout la volonté politique, parce que je pense qu'on a encore les bons ingénieurs. Voilà, donc quand on regarde de loin et quand les historiens analyseront cette période, je pense Mais que... ce qui est quand même étonnant, euh, m- moi, je suis passé par le CEA. J'ai même fait un DEA de physique nucléaire au CEA à D'accord. Saclay. J'ai vécu Ouais. 16 ans à Paris. Je suis ingénieur dans le domaine. Euh, ce que, ce qui est étonnant, c'est que actuellement, c'est ce que j'ai pu, moi, collecter d'informations à gauche à droite, malgré la destruction des Nord Stream 1 et 2, et c'est-à-dire la crise énergétique, tous les spécialistes énergéticiens savaient que le solaire et l'éolien, c'est une plaisanterie par le fait tout simplement que ce sont des systèmes d'énergie comment on appelle ça, intermittent. Et Mm. ça peut pas marcher. C'est-à-dire que même là, après la destruction de Nord Stream 1 et 2, il n'y a pas de prise de conscience pour dire que la France, non seulement elle a
un outil extrêmement important pour sa souveraineté énergétique, mais je rajouterais, moi, c'est que c'est un outil extrêmement important d'un point de vue après de politique étrangère parce que elle était le premier le fournisseur. pays, À leader l'Espagne, à mondial. l'Allemagne, oui. Oui, et qu'elle peut faire valoir ça avec les transports rapides, par exemple, qui vont avec le TGV et tout, Mm. faire valoir ça dans tous les pays, dans toutes les régions du monde et être un outil de Ouais. diplomatie économique. Mais Comment je pense que nos politiques, d'une façon générale, hein, il y a une dégradation du personnel politique depuis 30 ans en France qui est assez considérable. Et je pense qu'ils n'ont tout simplement pas de culture. Pas de il y a un déficit de culture scientifique chez le personnel politique français et probablement allemand aussi, d'une façon générale dans les pays de l'Union européenne. Euh, un déficit de culture. Et puis surtout, ces gens sont des doctrinaires. Ils ne pensent pas en termes de réalité objective ni de loi de la physique, mais ils pensent en termes de philosophie humaine complètement déviée. Enfin, ce sont des mais doctrinaires, ils sont complètement irresponsable parce que irresponsables. l'écologie, il Ah faut oui, quand mais de même. toute façon, ils sont irresponsables. Ces gens sont irresponsables. Et quand on leur demandera des comptes, ils diront on ne savait pas. Comme d'habitude, hein, et vous allez voir ce qui va se passer pour les vaccins, de Pfizer et autres. Quand on va demander des comptes aux gens qui ont pris des décisions absolument criminelles, ils diront on ne savait pas. C'est comme d'habitude, ce sont des doctrinaires irresponsables. Donc, et ils nous mènent dans le mur. Moi, les questions que je me pose plutôt, c'est quand ces gens-là auront quitté le pouvoir, se seront fait virer du pouvoir, j'espère qu'ils passeront par la case prison, quand ces gens-là seront partis, aura-t-on les moyens de redresser la barre plus ou C'est moins ça, vite, plus ou moins facilement? Pour moi, c'est la question prioritaire. Et elle absolument. repose sur la qualité et le maintien d'une compétence de nos ingénieurs et de nos centres de recherche. Parce que quand la volonté politique est là, les choses se font vite, hein. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958. Il a redressé la France en quelques années. Mhm, Quand la volonté politique est là, ça va vite. Il n'y a qu'à voir ce que Vladimir Poutine a fait en Russie, hein. C'est une question de volonté politique. Et voilà, c'est la absolument. question que je me pose. D'accord. Alors, quelques semaines après l'élargissement des BRICS à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, soit les trois poids lourds, disons, de l'OPEP ou de l'OPEP+, et l'Égypte. Alors, contre toute attente, le mouvement palestinien Hamas, euh, ou pas uniquement, disons essentiellement le Hamas, mais toute la résistance palestinienne à Gaza, euh, a entamé une opération militaire dans les kibbutz israéliens à la frontière justement de Gaza. Et cette attaque contre Israël est l'un des signes, euh, selon certains experts, comme Al Brands, le chroniqueur de Bloomberg, qui dit que c'est la fin de la Pax Americana, pour lui, l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés. La résistance palestinienne a cloué le dernier clou dans cette hégémonie. Alors, qu'en pensez-vous et qu'est-ce que cela signifie dans la situation actuelle? Comment lire ces événements à l'aune des changements géopolitiques mondiaux? Ça va dans le même sens que le mouvement général. Ah, comme je disais à un ami qui me citait des éléments un peu contradictoires de l'évolution, je lui disais, quand il y a une avalanche, toute la neige tombe en bas et s'arrête au fond de la vallée. Mais si on regarde un flocon de neige en particulier, on va voir que parfois il remonte, mais globalement, ça va vers le bas. Ouais, ouais. Et dans cette situation de profond bouleversement géopolitique, eh ben, ça se passe aussi comme ça. Il y a parfois des événements qui feraient croire que les choses vont aller différemment, mais non, globalement, ça va dans le même sens. Et alors, le fait que le Hamas ait attaqué Israël, je ne me prononce pas sur qui a déclenché. Est-ce que c'est le Hamas par sa propre initiative ou est-ce que c'est les éléments infiltrés du Mhm, mhm, Mossad dans le Hamas qui ont provoqué ça? Je ne me prononce pas. mhm. On le saura à la fin. On le saura à la fin.
Euh, ce qui ressort effectivement, c'est que les États-Unis n'ont plus les moyens de soutenir Israël. Mais on le savait depuis la Mhm. défaite des États-Unis contre l'OTAN, contre la Russie en Ukraine. Il est évident qu'il est devenu évident, et même avant, avec tout ce qui s'est passé en Syrie, il est devenu évident depuis plusieurs années que la stabilité du Proche et du Moyen-Orient dépendrait de la Russie et plus des États-Unis. Mhm. C'est-à-dire, et Et quand on comment, observe, parce qu'il y a quand même, moi, c'est pour moi, ce qui explose aux yeux comme un feu d'artifice, c'est ce que font les Houthis au détroit du oui, Bab el-Mandeb. Ils tirent des missiles balistiques contre Israël et puis qui aurait pu dire ça? Ça fait quelques années. Alors quand oui. il faisait une guerre d'extermination, disons les choses comme elles sont, face à l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, ils disent que si jamais vous nous faites chauffer la tête trop, nous allons fermer complètement le détroit. Alors les Houthis, bon, on sait que c'est un proxy iranien aussi, hein. Oui, 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 oui. On sait que l'Iran a développé ses propres missiles qui semblent très performants. À mon avis, avec l'aide de la Russie, il y a des éléments, probablement des éléments électroniques dans les missiles iraniens qui viennent de la Russie en échange probablement des données sur les drones et en particulier sur le drone Hercule 190 que l'Iran avait détourné sur son propre sol en 2013, fin Ouais, ouais. 2013. Donc j'imagine qu'il y a eu des échanges de technologies entre les militaires, enfin les industries militaires russes et iraniennes. Donc c'est à travers les outils que l'Iran montre sa puissance et ça a un effet, je pense, dissuasif. C'est dans un objectif de dissuasion à l'égard d'Israël pour ne pas être attaqué. Donc, effectivement, on voit que les développements technologiques qui ont été abandonnés par les Américains au nom de leur hubris et de leur choix catastrophique, ces développements technologiques ont continué dans le reste du monde. Alors, aujourd'hui, quels sont les pays qui disposent de missiles hypersoniques? La Russie, la Chine, l'Iran. Bon, qui aurait dit ça il y a 10 ans? Oui, absolument. Qui aurait dit ça? Et je me souviens d'une déclaration du chef du CGRI, donc le chef de l'armée iranienne. Il y a deux armées en Iran, hein. Il y a Oui, l'armée islamique et de la l'armée. garde, Ouais, c'est ça. gardien Et de la donc, Révolution. le chef du GCRI, il y a quelques années, avait dit les porte-avions américains, il y a 20 ans, c'était une menace, aujourd'hui, c'est une cible. Donc, c'est clair, hein, il Absolument. y a un basculement, mais encore une fois, entre la réalité de la situation et l'idée que l'on s'en fait, il y a toujours un décalage. Surtout quand on est dans un hubris, quand on est né, quand on a grandi, quand on s'est nourri d'un suprémacisme et du fait de la croyance qu'on pouvait tout se permettre et tout faire, la redescente sur Terre est longue et difficile. Alors que pour tout observateur normal, un peu, enfin je veux dire, qui réfléchit par lui-même, tout ce qui se passe actuellement est une évidence. L'effondrement américain est une évidence. Et aujourd'hui, la stabilité du Proche et du Moyen-Orient va dépendre de la Russie. Il ne faut pas oublier que il y a 1 million de Russes en Israël, En de, Israël, oui. de Russes juifs qui ont émigré après la chute de l'URSS. Pas Donc, tous juifs. Pas tous juifs. mais Il y a dans les beaucoup années, qui ont émigré parce qu'ils voulaient une meilleure vie. Ils se sont ouais. fait passer comme ça. Mais cela dit, et quand on observe la politique extérieure de la diplomatie russe dans cette région, on peut noter l'extrême prudence et l'extrême tempérance. C'est-à-dire que la diplomatie russe discute avec tout le monde. Des ennemis entre eux. Elle discute avec la Syrie, elle discute avec Israël, elle discute avec la Turquie, elle discute avec l'Arabie, l'Égypte. Je veux dire, c'est Absolument. la diplomatie. La Mhm. diplomatie américaine, c'est si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous êtes contre nous, on vous fout sur la gueule. Bon, c'est un peu sommaire, mais les Russes, eux, discutent avec tout le monde. Donc, si la paix, de mon point de vue, la stabilisation de cette région sera
piloté par la diplomatie russe, je pense, hein. Et les Israéliens le savent bien, parce que les Israéliens, du point de vue militaire, sont quand même très, très pointus, hein. Ils sont très pointus sur le plan militaire et très au fait de leur sécurité. Et ils savent bien que la puissance américaine est défaillante. Ils ont été les premiers à utiliser le F-35 et ils ont vu les résultats catastrophiques que ça a donné. Donc, ils savent très D'accord. bien. Ils ont vu ce qui se passait en Syrie, que l'armée russe a détruit Daesh, alors que les Américains l'avaient protégé jusque-là. Enfin, ils ont vu tout ça. Ils ne sont pas idiots. Ils sont très forts, hein, et très intelligents, les militaires israéliens. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis. Colonel Régis Chamagne, je vous remercie énormément pour tous ces éclairages. J'espère que nous avons réussi à faire le tour et à poser cette problématique des changements géopolitiques mondiaux dans toutes ses facettes et ses conséquences sur la paix et le développement dans le monde. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci.